et le pouvoir médiatique s'interdisant toute auto-interpellation. Alors c'est très intéressant parce que, nul ne l'ignore, vous n'étiez pas forcément défavorable au président de la République en 2017 et même en 2022. Au fond, c'était une voie médiane, une voie de raison qui vous paraissait bien pire que la tentation des extrémismes. Alors je vais vous poser très clairement la question. Aujourd'hui, nous avons une situation où il y a une tripartition de la vie politique. Il y a un bloc de gauche radicale que vous n'épargnez pas, il y a un bloc de droite radicale que vous n'épargnez pas, au sein duquel il y a évidemment le Rassemblement national, et il y a un grand bloc central qui est le bloc de gouvernement. Est-ce que cette tripartition, théorisée mais aussi voulue par le candidat Macron en 2016, n'a pas largement participé, sur la durée des 6 ans qui nous séparent de l'émergence d'Emmanuel Macron, à hystériser et à cliver la société française en renvoyant progressivement toutes les oppositions démocratiques dans le camp des extrêmes? Oui, on peut dire ça. Et c'est évident que la victoire absolument exclue, vous vous souvenez, ah ben non, c'est pas possible. Ça a toujours été la droite, à gauche, d'un type qui n'est pas maire, qui n'avait pas de parti derrière lui. Les médias étaient absolument unanimes. Je crois avoir été, je dirais pas l'exception, mais une des très rares exceptions, à faire 2 articles pour dire il risque d'être élu. Il y a toutes les chances sur lui, voilà pourquoi. Et en plus, je ne le souhaitais pas à l'époque. Enfin, c'est bon. Mais je dis, mais voilà pourquoi il va être élu, etc. Je comprends. Et le fait qu'il soit élu les a rendus fous. Tout le problème de Macron... Qui les a rendus? C'est qui ce les, Jean-François Kahn? Ceux dont vous parlez. C'est-à-dire que et la droite... qui autrement on serait passé, ou la gauche qui espérait se refaire, ils avaient tout prévu, mais pas ça. Mais ça, c'est inimaginable. Où il vient celui-là? D'où il sort celui-là? Qu'est-ce qu'il nous fait? Etc. Et il nous fout dans les mains. Et tout à coup, au lieu de réfléchir, au lieu de se dire, mais attendez, pourquoi est-ce que nous, la gauche, on est arrivé à 8%, à 10%, jusqu'à l'autre, la maire de Paris, à 2%. On peut dire la même chose de la droite républicaine, d'ailleurs. La droite républicaine, voilà. qui, avec Bellamy, fait 8%. Et avec Valérie Pécresse, 4,75. Vous les avez entendus se poser des questions, faire une analyse? Alors, pourquoi? Bon, eh bien, vous avez bien, Jean-François Kahn, juste une parenthèse. Non, je finis. Au lieu de faire une analyse, pourquoi on a perdu, tout à coup, ils sont devenus, comme vous le dites, hystériques, ils sont devenus fous. Et c'est la chance de Macron. C'est la chance de Macron, parce que il n'aurait pas rendu l'opposition folle, ou plus exactement l'opposition ne serait pas devenue folle, il n'aurait pas été réélu la 2e fois. Hein. Absolument. Alors justement, c'est très intéressant, car au fond, nous sommes dans un paysage largement dévasté. C'est d'ailleurs là-dessus que vous commencez votre livre, donc c'est pour ça que je vous interroge là-dessus. Un paysage politique en recomposition, mais la recomposition, c'est le moins qu'on puisse dire, Jean-François Kahn, elle n'est pas terminée. En réalité. Et elle se paye par une dévastation des formations politiques traditionnelles. Nous venons de les évoquer, d'ailleurs, les 2 principales qui sont dévastées actuellement. C'est les Républicains d'un côté, qui cherchent à se reconstruire. Y parviendront-ils? Enfin, c'est une parenthèse. C'est une autre question. Les Républicains... Personne n'aurait imaginé, ça restera dans les livres d'histoire. Ça restera dans les livres d'histoire. Jean-François Kahn, oui. Un parti, et les Républicains, dont l'obsession, c'était la retraite à 65 ans. Il faut faire la retraite à 65 ans. L'avenir de la France en dépend. Sinon, c'est la ruine. Sinon... Et au moment, 19 votent contre, et c'est pour ça qu'on doit se servir du 49-4. Donc ça restera dans l'histoire. Absolument. Et vous savez pourquoi? Allez-y, oui. Non, mais moi je vous dis... Ah oui, c'est intéressant. Devinez pourquoi. Ah mais je ne sais pas. C'est parce que ça en dit long sur tout le thème du livre. Non, mais c'est-à-dire que là, justement, c'est ça qui est très intéressant dans votre livre. Comment on en est arrivé là, qui n'est pas qu'un commentaire de la situation politique. Vous me répondez pas. Eh ben non, mais écoutez. Pourquoi 19 mecs ont-ils voté contre tout ce qu'ils disaient qu'il fallait faire? Vous savez quelle est mon hypothèse? C'est qu'au fond, ils ont perdu leur boussole politique et ils n'existent plus que dans l'horizon d'un carriérisme politique, mais sans idée. Et donc, vous voyez... Alors ça, c'est l'explication la plus mauvaise pour eux. Mais il y en a une autre. C'est qu'ils ont eu la trouille. C'est que compte tenu de la terreur qu'on fait subir en attaquant les sièges des gens qui votent mal, les permanences des gens qui mettent mal, en lui poursuivant dans la rue, c'est-à-dire la politique des insoumis et des autres, et de l'extrême droite, qui est de faire peur, la terreur robespierriste, et ben ça, finalement, ça marche. Alors, ils ont eu la trouille. Bon, alors et par trouille, ils ont voté contre leur C'est très fort, vous commencez très fort, Jean-François Kahn, dans cette émission. On est ce matin ensemble sur Affaires publiques. Comment on est arrivé là? On en est arrivé là, aux éditions de l'Observatoire. C'est passionnant parce que il y a une triple dimension dans votre livre. C'est
une analyse de la situation politique présente, c'est un journal de bord d'un intellectuel engagé, fondateur de journaux, qui s'interroge, on va y venir, sur son échec dans un instant, et c'est aussi une prédiction de Cassandre sur le risque que les extrêmes aujourd'hui fassent chorus et arrivent un jour à s'emparer du pouvoir d'État. On va y venir aussi. Alors d'abord, restons justement sur la dimension, j'allais dire presque autobiographique du livre, qui lui donne, c'était absolument évident, tout son sel. Car ce n'est pas un traité, ce n'est pas non plus un essai de politologue, c'est quelque chose de plus incarné. On vient de parler du macronisme, on vient de parler aussi du blocage que le macronisme constitue par rapport à l'expression d'opposition modérée. Gauche modérée, droite modérée, qui pour l'instant n'ont pas d'espace ni d'oxygène. Revenons à Marianne. J'ai eu le bonheur de travailler avec vous de nombreuses années, avec Maurice Safran notamment, et c'est vrai que Marianne avait une singularité. On va dire les choses très rapidement. Marianne, c'était l'hebdo de la gauche républicaine à tendance souverainiste, qui au fond était incarnée par deux personnalités, outre vous, je ne vous mets pas du tout en cause, était incarnée par deux personnes... Parce que j'étais pas souverainiste, moi. Non, je sais bien, mais était incarnée dans l'esprit des gens par deux personnalités qui avaient un peu tabou vert dans le journal, et qui représentaient au fond l'essentiel de la sensibilité de ce qu'était Marianne à l'époque. Carrefour d'idées, mais quand même avec la matrice de Jean-Pierre Chevènement, votre ami, et de Régis Debray, un autre ami. Bon, c'était ça. Aujourd'hui, le sentiment que nous pouvons avoir, à tort ou à raison, c'est que le macronisme a complètement volatilisé aussi cette sensibilité, qui n'a plus d'espace politique pour s'exprimer. À preuve, d'ailleurs, le ralliement de Jean-Pierre Chevènement au macronisme. Voyez ? Est-ce que vous partagez une forme de tristesse par rapport à l'involution de ce courant d'idées dont Marianne a été porteur au moment de sa fondation, mais même pendant de nombreuses années ? Non, parce que ce que vous dites est intéressant, mais il y a un léger contresens. Je vous en prie. En ce qui me concerne. Je vous en prie. Il se trouve... je sais ce que vous allez dire. Que je suis puisse s'exprimer largement, et c'était la raison d'être de Marianne et de l'événement du jeudi et des nouvelles littéraires quand je l'ai dirigé. Alors Jean-François, j'ouvre une parenthèse parce que je connais bien l'histoire du journal. On peut dire que Marianne avait une singularité que beaucoup de journaux d'ailleurs n'ont plus. C'est que Marianne ouvrait sous votre houlette et sous la houlette de Maurice Safran, ouvrait ses colonnes à des opposants systémiques. On va dire Philippe Manière ou Nicolas Bavrez du côté de la droite libérale, mais aussi des gens comme Michel Aglietta, etc., qui avaient tabou vert, qui étaient le représentant d'un courant altermondialiste intellectuel. C'est ce que je voulais vous dire, c'est que la raison d'être aussi de ce journal, c'était de donner la parole avec des gens qui disaient des choses intéressantes, qui étaient marginalisés, à qui on ne donnait pas la parole, mais dont je ne partageais pas nécessairement pour autant les idées. Il y avait une rubrique qui s'appelait « Ils ne pensent pas comme nous ». Et donc, le courant dont vous parlez, c'était pas forcément mon idée à moi. J'étais pas chevènementiste, mais je pense que c'était important. Il disait des choses, Régis Debray n'en parle pas, sérieuses, profondes, importantes. Alors, je trahis aucun secret, mais vous savez très bien, je trahis aucun secret, Jean-François. Oui, je sais, vous êtes plus proche d'une droite girondine, modérée. Non, moi, ce que je vais te dire, parce que moi, je pense tout simplement qu'un système, tout le problème, c'est qu'est-ce qu'on met au centre. Je veux dire, quand le roi était au centre, ça s'appelle la monarchie. Quand on a remplacé le roi par une assemblée élue, ça s'appelait la démocratie. Voilà. Et quand on a remplacé la rente foncière par le profit du capital, ça s'appelait la révolution capitaliste. Mais alors, et bon, aujourd'hui, j'attends une révolution. Tout mon travail dans ma vie, ça a été de contribuer à une révolution, c'est-à-dire de mettre au centre non plus l'État. L'État central, ça fait faillite. Non plus l'argent, c'est en train de faire faillite, mais de mettre au centre l'humain dans toutes ses dimensions. Je vous pose la question. C'est ça ma démarche. Elle semble, Jean-François Kahn, c'est passionnant, nous sommes au cœur de votre livre. Et j'ai échoué. Attendez, la question n'est pas politicienne de ma part. Quand vous voyez quelqu'un d'extrêmement estimable, comme Jean-Pierre Chevènement, se rallier, même si ça ne prend pas une forme, si vous voulez, obséquieuse, mais se rallier au wagon de la Macronie, qu'est-ce que vous vous dites, justement, intimement ? Non, mais ça, je m'en fous. De toute façon, il va se rallier à quoi ? Je veux dire, il n'a pas le choix. Aujourd'hui, ça n'a même plus le sens. Je suis personnellement pas favorable à la démarche sur beaucoup de points de Macron.
Mais n'empêche, si demain il y avait une élection et que vous avez Macron ou Le Pen, vous votez pour qui? Si vous avez, enfin pas Macron, mais le successeur de Macron ou Le Pen, vous votez pour qui? Si vous avez le successeur de Macron ou Mélenchon, vous votez pour qui? C'est ça le problème. Alors Jean-François Kahn. C'est pour ça que la réflexion, c'est plutôt une religion fond. Moi, ce que je reconnais, je ne cache pas, j'ai échoué par rapport à mon combat, ce pourquoi je me suis battu. Et quand on voit ce qui se passe, les radicalités, les oppositions, le tous contre tous, c'est évidemment mon échec. Mais pour moi, c'est pas une raison pour abandonner. Absolument. C'est une raison au contraire pour continuer. Peut-être qu'on gagnera à la fin. Peut-être que je gagnerai à la fin. Et je ferai tout pour gagner à la fin, parce que c'est l'intérêt de la France, c'est l'intérêt du pays. Alors, page 71 de Comment on en est arrivé là, votre essai événement, vous écrivez « Et si on avait totalement échoué, et si j'avais totalement échoué, vous ajoutez avoir inlassablement plaidé pour des dépassements qui débouchent sur des summums de rabougrissement, s'être investi dans tous les combats porteurs d'une ouverture à l'autre pour en être réduit à constater de part et d'autre l'exacerbation des intolérances, des enfermements et des rejets. Ne soyez pas trop masochiste, Jean-François Kahn. Il y a peut-être un point sur lequel vous n'avez pas totalement échoué. Avec Marianne et au fond la matrice dont nous parlions à l'instant. La matrice Régis Debray, c'est qu'aujourd'hui, au cœur même, j'allais dire, du pouvoir, puisque nous parlons aussi de la Macronie, il y a des idées qui étaient celles de Marianne d'il y a 20 ans. Je pense notamment à une idée importante, qui est celle de la réindustrialisation. Au fond, tout le monde, de ce point de vue-là, au sommet de l'État français aujourd'hui, parle le Jean-François Kahn d'il y a 20 ans. Ah oui, ça, Dieu sait que ça, je me suis battu pour ça. Et vous m'autorisez à ajouter une autre idée. On était traité, je me souviens, moi, d'un débat que j'avais fait à RTL, où il y avait on en annonçait une grande entreprise qui se délocalisait. Oui. Tout le monde trouvait ça faire bien. Moi, j'ai dit, non mais est-ce que vous savez ce que ça va vous donner? Ça veut dire maintenant, c'est à l'étranger qu'on va fabriquer les produits qu'on fabriquait chez nous, on va être obligé de les importer, ça va créer du chômage, etc. Tout le monde me traitait de ringard qui ne comprenait rien à la modernité du capitalisme moderne. Et maintenant, les mêmes, ils ont changé d'avis, mais ils ne reconnaissent pas leur erreur d'hier. Hein. Alors justement, il y a peut-être un autre point qui est raccord, sur lequel vous n'avez pas, contrairement à ce que vous pensez, tout perdu, Jean-François Kahn. Vous vous souvenez de l'éloge des frontières de notre ami commun Régis Debray en 2007. C'était aussi votre idée. C'est-à-dire que les frontières de la République n'étaient pas un gros mot et n'étaient pas non plus porteuses de dérives extrémistes ou fascisantes. Aujourd'hui, si vous écoutez le discours, on va dire, de toutes les personnes officielles dans la République macronienne, elles ont reprise, pour la plupart d'entre elles, à leur compte ce logiciel-là républicain qui défend les frontières. Au fond, la République de Valmy, si vous voulez. Donc, pourquoi est-ce que vous versez à ce point des cendres sur la tête, Jean-François ? Si vous voulez dire par là que tout ce qui a été nos combats, et qui a été souvent rejeté, refusé, aujourd'hui est totalement admis. On se souvient de certaines saillies, par exemple, de Jean-Michel Apathy contre vous. Il y a une vingtaine d'années, il n'hésitait pas à vous présenter comme étant, comment dire, limite infréquentable. Voilà, aujourd'hui, il serait le premier à reprendre ce qu'on disait. Non. Évidemment, tout ce qu'on disait à l'époque, maintenant, c'est devenu évident et tout le monde le dit. Je vous donne un exemple terrible, c'est qu'il faut regarder en face la question des migrations. Qu'on ne peut pas continuer avec... ah non, c'est l'extrême droite qui en parle, on n'en parle pas. Que si on ne regarde pas en face pour proposer une autre solution que celle des extrémistes, mais qu'on regarde en face, ou le problème de l'insécurité, ça vraiment, aujourd'hui, personne nie qu'il fallait le dire. On est un des rares à l'avoir vraiment dit, sans pour autant reprendre les thèmes de l'extrême droite. Alors pourquoi... Mais l'échec, c'est que c'est pas ce qui se passe. Le thème du livre, c'est que si on continue à jouer au con... Ah oui, on va y venir. Non, mais quand même, je veux dire, l'extrême droite va gagner les élections. On va y venir. Et que une victoire de l'extrême droite aux élections, compte tenu de la radicalisation des autres, va provoquer une sorte de guerre civile. C'est tout ce contre quoi je me suis battu. C'est tout ce que j'ai voulu empêcher. Donc en ce sens, c'est un échec. En ce sens, c'est un échec. On a bien compris comment on en est arrivé là. Donc c'est aussi un livre signal d'alarme. Hein. C'est pas seulement un journal de bord politique Jean-François Kahn. Et c'est un livre signal d'alarme absolument passionnant. Alors, pour ceux qui aiment l'histoire, il éveille évidemment des assonances et des résonances d'ordre historique. Nous avions une république modérée, centriste, modérée, maçonnique en grande partie, sous la République de Weimar, la République allemande, la première République démocratique allemande. Celle-ci a été, au fond, prise en étau très rapidement par une gauche communiste extrêmement violente et extrêmement hostile qui a, sur la durée de l'histoire, fait la courte échelle à l'extrémisme de l'extrême droite et ensuite des nazis. Est-ce que vous pensez que
toute proportion gardée, bien sûr, ce schéma nous menace aujourd'hui en France avec, disons clairement les choses, avec une France insoumise qu'on ne reconnaît plus et qui a choisi de rompre avec la philosophie de la République, laïque, émancipatrice et assimilationniste, qui fut celle du Jean-Luc Mélenchon que vous avez connu lorsque vous avez fondé Marianne. Alors, vous avez tout à fait raison, je l'évoque dans le livre, je le raconte dans le livre. Dans les années 29-30, il y a au pouvoir en Allemagne, le chancelier, c'est Macron. C'est-à-dire, c'est vraiment un homme de centre-droit. C'est exactement Macron. C'est Macron qui, confronté à une crise économique, doit prendre des mesures qui vont s'avérer d'ailleurs efficaces, en l'occurrence, mais plutôt impopulaires. Et le fait que ce centre-droit soit au pouvoir va, coaliser contre lui des oppositions d'extrême droite et d'extrême gauche. Et la droite va commencer à se rallier à l'extrême droite pour faire bloc. Et qui c'est qui va jouer? Alors d'un côté, on va avoir des grèves communes entre fascistes et communistes. Communistes et fascistes vont faire bloc pour abattre ce pouvoir. Mais surtout, écoutez bien ça, il y a un monsieur, il vient de chez Krupp, il était un des patrons de Krupp, très très riche. Comme il était très riche, il rachète les journaux, il rachète les cinémas, il rachète les radios. Il devient le grand patron de la presse. Ça vous rappelle, ça vous dit quelque chose? En tout cas, si on extrapole, aujourd'hui, on se dit c'est Bolloré. Alors, si on extrapole... on n'extrapole pas. Non, il ne faut pas avoir peur. Non. C'est vraiment... Jean-François Kahn, vous pensez que nos démocraties... Alors, prenons le cas de la France, mais on va prendre le cas de l'Angleterre. Non, mais je vais jusqu'au bout. Non, mais c'est intéressant. J'intercale une question, parce que vous faites allusion... vous faites allusion au tycoon Vincent Bolloré, qui est suspecté de sympathie pour la droite radicale. Vous pensez que l'avenir de nos démocraties, globalisons, l'Angleterre, la France par exemple, c'est d'être prise en main par des industriels qui ont des convictions en fait plus extrémistes qu'on ne le croit, d'un côté, et des mouvements de population, en l'occurrence syndicaux et on va dire protestataires de la base, qui sont aux mains d'extrême gauche anti-républicaine. Est-ce que vous pensez que c'est notre avenir? Je ne veux pas dire à ce point. Je dis simplement que, je le répète, on avait une sorte de Macron, donc coalition extrême-gauche, extrême-droite dans la violence, etc. Et deuxièmement, ce monsieur qui fait main basse sur les médias, et lui, c'est une droite conservatrice. Et qui décide de militer pour, comment ils disent aujourd'hui, pour la réunion des droites. Donc, quelle est la phrase? Pour l'alliance entre les droites. Pour l'alliance entre les droites. Donc, son truc, c'est l'alliance avec les droites. Et au nom de l'alliance sur les droites, lui, il n'est pas fasciste, il est droite conservatrice. Au nom de la droite, il met tous ses journaux en service de cette idée. Grâce à quoi il contribue à une alliance entre la droite et le Parti national-socialiste d'Hitler, qui va passer, grâce à ça, de 4% à 18%. Alors justement, j'intercale une question. Je sais bien qu'on a peur. Oui. On n'ose pas dire. Mais moi, osons. Oui, ça ressemble à ce qui se passe aujourd'hui. Évidemment, ça ressemble à ce qui se passe aujourd'hui. C'est vrai que c'est passionnant ce que vous dites. Les assonances historiques, de toute façon, sont passionnantes. Et ça fait tout le sel de votre ouvrage, qui est à la fois, je le disais, un essai politique, mais aussi un journal de bord intellectuel d'un homme engagé dans la cité et connu de tous les Français, de toutes les Françaises. Nous sommes ce matin ensemble sur Affaires publiques pour en parler, comment on en est arrivé là. Alors vous venez de tirer la sonnette d'alarme très clairement, mais je vais vous faire une objection. Je me fais l'avocat des diables si vous voulez. Regardez ce qu'on a dit sur l'alliance des droites à l'italienne, avant l'élection de celle qui a pris sa place à Mario Draghi. On entendait que ça allait être un cataclysme. En réalité, qu'est-ce que c'est? C'est un gouvernement de droite un peu affirmé, mais pas plus que ça. Est-ce qu'au fond, ce qui arriverait en France avec l'actualisation de ce scénario, d'une alliance des droites, par-delà le cordon sanitaire, ne ressemblerait pas qu'à un cas à ce qu'on a avec Mélanie, c'est-à-dire au fond un Wauquiez qui parlerait à Bardella, so what, ai-je envie de vous dire? Écoutez, c'est ce que je dis. Qu'est-ce que je dis dans le livre? Si Marine Le Pen est élue présidente de la République... Voilà, bon, c'est le scénario. Voilà. Non, mais c'est très... Si on continue à jouer au con, ça va arriver. Oui, mais justement, mais je ne dis pas que ça va arriver, mais si on continue... Mais est-ce que ça ne serait pas du Georgia Meloni à l'arrivée? Absolument. Alors, je vais vous dire même, je vais plus loin... Marine Le Pen, elle-même, je suis même pas sûr qu'elle soit d'extrême droite au sens où on l'entend en général. Par exemple, je le dis pour vos auditeurs, je suis convaincu qu'elle n'est pas antisémite. Son père l'était, foncièrement, radicalement. Bizarrement,
bizarrement, Zemmour l'est. Vous me direz, c'est bizarre. Mais je pense que d'une façon perverse, il est. Marine Le Pen, je crois, n'est pas... Ça se discute, mais bon. Je crois que Marine Le Pen n'est pas antisémite. Et en vérité, elle est, d'une certaine manière, prenons Zemmour ou même Ciotti. Ils sont d'accord avec Marine Le Pen sur l'immigration, sur la sécurité, sur ce qu'on appelle sur le les mers, régalien. etc. Et qu'est-ce qu'ils lui reprochent? D'être trop à gauche sur le social et l'économie. Donc ils sont plus à droite que Marine Le Pen, soyons logiques. Bon, ce que je dis, c'est que Marine Le Pen, au pouvoir, avec une coalition d'extrême droite quand même, plus Ciotti, ministre de l'Intérieur, etc. Compte tenu de la radicalisation, écoutez bien ce que j'ai dit, de la radicalisation inverse, de gens qui n'attendent que ça, l'extrême gauche, qui prient pour qu'elle arrive au pouvoir, qui prient pour se refaire une santé. Et à ce moment-là, il y aura une atmosphère de guerre civile. C'est ça que je dis. Jean-François Kahn, on a encore 4 minutes pour faire le tour. C'est un livre passionnant. Malheureusement, on ne pourra pas tout évoquer. Vous reviendrez. Comment on en est arrivé là aux éditions de l'Observatoire? Si on a encore 4 minutes, je signale. Alors attendez, il y a quelque chose que je voulais dire. Vous me permettez pas de dire. Non, mais j'ai encore 2 questions. Vous allez voir. Alors. Après, c'est les questions sur les tribunes refusées, mais d'abord encore une question. Laissez-moi la poser, c'est très précis. Je vous laisse, vous êtes patron. Pourquoi on ne vous entend pas plus fustiger la manière dont Jean-Luc Mélenchon s'est réapproprié le concept de créolisation de la France, qui est en fait, pour lui, une machine à déconstruire la continuité culturelle, historique et même philosophique de la nation française. Mais moi, je le critique radicalement. Pourquoi, oui, non, mais ça, je sais bien. Pourquoi pas là-dessus. Non, pas là-dessus. Je ne la critique pas là-dessus. Je veux dire pourquoi. Vous le critiquez pas sur la créolisation. Si, non, je le critique sur ce qu'il veut dire par là. Oui. Mais je ne le critique pas sur le mot parce que les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Bah alors vous allez expliquer. Les gens ne savent pas ce qu'il veut dire. Donc si je leur parle, ils ne comprendront même pas de quoi je parle. Alors ça veut dire une identité métissée. Oui, c'est ça. Mais d'abord, je pense que sur le fond, il n'a pas raison. Mais surtout, croire qu'on va mobiliser les masses populaires qui passent à l'extrême droite avec ce type de thématique, c'est quand même totalement aveugle à la réalité. Alors je m'en souviens, vous m'aviez téléphoné, parce qu'on se parle souvent, première tribune refusée par Le Monde. Donc vous êtes pas un homme qui lâchait, Jean-François Kahn, dans ce livre. Vous avez décidé de publier l'ensemble de vos tribunes refusées. Donc il y en a dans Le Figaro et il y en a une dans Le Monde. Non, 3. Il y en a 3 dans Le Monde. Oui, je sais, mais il y en a une dans Le Monde dont je voulais parler. Vous me téléphonez d'ailleurs pour m'en parler, on est en mars 2021, qui fait le jeu de qui? Alors, c'était une très bonne tribune, dans le fond, qui évidemment pose une question essentielle aussi à votre réflexion politique actuelle. Pourquoi Le Monde ne la prend pas? Non, mais c'est pour ça que pour moi c'est fondamental. Je publie ces 6 tribunes, 3 à 3, les gens qui ont lu le livre. D'abord, je vais vous dire un truc, le livre, comme il a priori contre lui les médias de droite et les médias de gauche... Vous êtes quand même invité. Attendez, il n'aurait pas dû marcher. Il marche incroyablement bien. Et là, c'est stupéfiant. Et ben, je crois qu'il marche en partie parce que j'ai dit qu'on pouvait y lire les tribunes qu'on m'avait refusées. Et parce que je crois que c'est un élément qui a fait vendre. Alors que j'ai pas fait exprès. Il y a la saveur d'un proscrit quelque part. Oui, je sais pas, mais surtout les gens, parce que les gens, j'ai plein de gens m'appellent. Alors surtout des lecteurs du Monde, faut dire, plus que du Figaro. Mais alors attends. Et qui me disent, attendez, mais enfin c'est stupéfiant. Mais Jean-François, comment on pouvait pas dire ça? Mais pourquoi Le Monde ne l'a pas donné à lire? Mais les gens ne reviennent pas. En plus, ce que je disais, c'est l'évidence, c'est ce qu'il fallait dire, c'était essentiel de le dire. Et le Figaro, on ne pouvait pas le dire, vous vous rendez compte? Disons, on termine là-dessus. Le Monde est suspect aujourd'hui, à plein d'égards, notamment en ce qui concerne la République assimilationniste et laïque. Est-ce que votre critique de cette gauche anti-laïque, qui s'étend aujourd'hui bien au-delà des frontières de la France insoumise, n'est pas la raison pour laquelle Le Monde a refusé cette tribune? Oui, je pense. De toute façon, c'est ce que j'invite les gens, c'est à les lire pour se demander pourquoi ils le refusaient. Sans dit long. Le refus des textes comme ça... Mais alors, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Le woke a pris le contrôle du monde. Jean-François, parlons clairement. On a 10 secondes. Le woke a pris le contrôle du monde? J'emploie pas le mot woke. D'abord, les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire, là aussi, et qu'on a tendance à mettre tout dedans. C'est un sac dans lequel on met tout et n'importe quoi. Mais oui, il y a une espèce de ce que vous appelez de wokisme idéologique, qui fait le jeu, évidemment, de l'extrême droite, et quand vous le dites, le monde n'accepte pas qu'on le dise, parce que c'est son idéologie. Absolument, qui est déconstruite. Merci infiniment d'avoir fait un tour par Radio J. Évidemment, ça donne très envie, je pense, à nos auditrices, à nos auditeurs de vous lire, Jean-François Kahn, comment on en est arrivé là aux éditions de l'Observatoire.
peur un peu aussi. Attendez, vous oubliez une chose, c'est que j'ai essayé de faire rire aussi. Je sais, et ça dépote et ça fait rire aussi. Vous avez raison, mais ça fait peur aussi. Très bon Shabbat à vous. C'est pour ça. Très bon Shabbat à vous.